La chienne berger allemand surgit du bois comme un fantôme, glissant entre les pins, une minuscule boule de poils pendue à sa gueule. Sur le vieux perron de sa cabane, Martha Sullivan sentit ses mains trembler sur la rambarde, ses doigts déformés par l'arthrite blanchissant sous l'effort. Son flacon de médicaments pour le cœur l'attendait, oublié sur le comptoir de la cuisine, derrière elle. La chienne s'arrêta à une dizaine de mètres. Lentement, avec une précision presque humaine, elle abaissa la tête et déposa le chiot sur la marche du bas, là où le bois, usé par les années, grinçait sous le soleil de juillet. Le petit corps tremblait à peine. Son pelage était collé par le sang et sa patte arrière pendait dans un angle impossible. La mère leva les yeux. Son regard d'ambre contenait quelque chose que Martha n'avait pas vu depuis des décennies, depuis ses années d'infirmière. Cette expression brute, viscérale, au-delà des mots, une supplique, une détresse qui transcendait les espèces. Chaque instinct en elle criait au danger, les chiens inconnus, les mères protectrices. Mais le souffle du chiot se faisait de plus en plus faible. La chienne émit un son bref, une plainte, pas une menace. Une prière. Martha sentit la lumière du soir se refléter sur son alliance, vestige de 50 ans de mariage. Elle prit une inspiration tremblante, puis fit un pas en avant, puis un autre. Derrière elle, les factures en retard, la pile de courriers urgents, tout cela pouvait attendre. Ce qui gisait à ses pieds, non. Laissez un j'aime si cette aventure vous a touché, et partagez vos impressions dans les commentaires en nous disant de quelle ville vous nous regardez. Martha Sullivan n'aurait jamais imaginé, à 72 ans, devoir encore faire des choix impossibles. On lui avait dit que la vieillesse apportait la paix. Pas la peur, pas ce poids-là. Et pourtant, la voilà sur le perron de sa maison, le souffle court, prête à tendre la main vers une créature capable de la mordre, vers un chiot dont les soins coûteraient sûrement plus qu'elle ne pouvait se le permettre. Derrière elle, la vieille cabane en bois grinçait sous la brise du soir. William, son défunt mari, y avait ajouté un atelier de ses propres mains à l'époque où ses doigts étaient encore solides et ses poumons clairs. C'était avant le cancer, avant l'enterrement. 3 ans plus tôt, la maladie avait emporté William et avec lui, les modestes économies d'une vie entière. Depuis, Martha survivait avec sa pension de retraite, 1240 $ par mois, à peine de quoi tenir. Les taxes foncières, elles, montaient à 2400 $ par an et la vie de saisie rouge et impitoyable reposait déjà sur sa table de cuisine. 14 jours avant la confiscation, 14 jours pour tout perdre. Elle avait travaillé 42 ans comme infirmière en pédiatrie à l'hôpital de Willow Creek General. Elle savait comment calmer la douleur, stabiliser un traumatisme, sauver un enfant en crise. Mais la retraite l'avait rendue invisible. Les jeunes caissières ne voyaient en elle qu'une vieille dame lente avec un carnet de coupons. Même son fils, David, ne lui rendait plus visite. 5 ans de silence. Pas depuis les funérailles, pas depuis la dispute, pas depuis Sarah. Le nom seul suffisait à lui serrer la gorge. Sa fille avait 28 ans le jour de l'accident. Une nuit de pluie, un virage mal pris, un camion qui n'avait pas freiné à temps. Une mort absurde, brutale. Martha savait pourtant que la véritable cause était plus cruelle encore, elle-même. Ce soir-là, Sarah l'avait appelée, la voix tremblante, pour lui demander une dernière fois si elle pouvait adopter un chien de refuge. « Je me sens si seule, maman. J'ai juste besoin de quelque chose à aimer. » Et Martha avait répondu « Non, trop cher, trop de travail, trop de complications pour une mère célibataire avec un bébé de 6 mois. » Sarah avait raccroché en pleurant. 1 heure plus tard, la police frappait à la porte. Depuis ce jour, Martha élevait Lily, la fille de Sarah. 8 ans, les mêmes cheveux blonds, les mêmes yeux bleus et la même solitude silencieuse. La petite dessinait souvent des familles heureuses, toujours avec un chien, et écrivait en haut de la feuille « Mon vœu ». Martha gardait ses dessins dans une boîte qu'elle ne pouvait pas ouvrir sans sentir son cœur se briser. Sur le plan de travail, les flacons de médicaments racontaient une autre histoire. Celle d'une femme qui coupait ses pilules en 2 pour les faire durer. Son traitement cardiaque, trop cher, ses antihypertenseurs interrompus depuis 3 jours, son corps lui envoyait des avertissements, des douleurs sourdes au niveau de la poitrine. Elle les ignorait, parce qu'accepter, c'était admettre qu'elle ne pouvait plus se soigner. Et cela, Martha refusait. La chienne, elle, ne bougeait plus, silencieuse, immobile, fixant Martha de ses yeux dorés. Le chiot respirait à peine. De là où elle était, Martha voyait désormais la plaie clairement. Une fracture ouverte. L'os ressortait à travers la chair. Ce n'était pas un accident, c'était un acte. Quelqu'un, quelque part, avait frappé ce chiot. Un humain.
peut-être avec une batte ou une botte, ou pire encore. Martha sentit d'une chaleur de rage et de chagrin monter dans sa poitrine. Et soudain, elle entendit la voix de Sarah dans sa tête. « Je veux juste aider quelque chose qui a besoin d'aide. »« Grand-mère, qu'est-ce que tu fais ?» demanda une voix douce derrière la moustiquaire. C'était Lily. « Le bon choix, ma chérie » murmura Martha. Elle s'agenouilla lentement. Ses genoux craquèrent sous le poids de son âge. La chienne, massive, restait à distance. Pas un grognement, pas un mouvement. Une confiance étrange flottait entre elles et fragile, presque sacrée. Martha approcha ses mains tremblantes du chiot. Son cœur battait à tout rompre. Puis d'un geste sûr, celui d'une femme qui avait autrefois sauvé des vies d'enfants, elle prit le petit corps ensanglanté dans une serviette et murmura « Tiens bon petit, tiens bon ». Martha remonta le chiot contre sa poitrine, le sentant à peine respirer. Le petit corps était brûlant sous le sang séché, les battements de cœur irréguliers. La vieille femme, malgré ses douleurs, retrouva des gestes qu'elle croyait oubliés. Des décennies d'expérience dans les services d'urgence reprenaient le dessus, comme un vieux réflexe revenu d'entre les cendres. « D'accord, mon petit, on va essayer de réparer ça », murmura-t-elle d'une voix douce. Derrière la moustiquaire, Lily fixait la scène, les yeux ronds. « Va me chercher des serviettes propres, ma chérie. » Et la trousse de premier secours sous l'évier. L'enfant disparut aussitôt en courant, ses pas résonnant sur le plancher de la cabane. La chienne, toujours immobile, s'était allongée sur le seuil, sa tête posée sur ses pattes. Elle ne quittait pas sa maîtresse des yeux. Dans ce silence de fin d'après-midi, seules les respirations saccadées du chiot brisaient la paix du bois. Martha attrapa un chiffon propre, nettoya la plaie comme elle pouvait et improvisa une attelle avec 2 morceaux de bois de cheminée et une bande déchirée d'un vieux drap. Le chiot gémit, à peine audible. « Chut, petit cœur, on va y arriver. » Ses doigts arthritiques tremblaient, mais ses gestes restaient précis. Elle appliqua une pression douce, stabilisa la patte fracturée, puis enveloppa le chiot dans une couverture. Quand Lily revint, les bras chargés de serviettes, Martha sentit son propre cœur se serrer. L'enfant avait les yeux pleins de larmes. « Il va mourir, hein ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Martha aurait voulu mentir, dire que tout irait bien. Mais les années passées auprès d'enfants malades lui avaient appris que l'espoir devait toujours s'accompagner de vérité. Pas si on agit vite. Elle releva la tête vers la chienne. « Tu entends, ma belle ? On va l'aider. » La mère gémit doucement, comme si elle comprenait chaque mot. Martha prit son téléphone sur la table, hésita une seconde, puis composa le numéro du docteur Patterson, le vétérinaire du village, un homme qu'elle connaissait depuis 30 ans. Quand il décrocha, elle alla droit au but. « Tom, j'ai un chiot blessé. Une fracture ouverte, probablement un traumatisme volontaire. Je dois l'amener tout de suite. » Le silence qui suivit était lourd. « Une fracture ouverte ? Martha, tu sais que ça va être compliqué. Il faudra une chirurgie d'urgence, les frais sont élevés. Dis-moi combien ?» Sa voix trembla malgré elle. « 1850 $ minimum, » répondit le vétérinaire. Martha ferma les yeux. Son compte courant affichait 847 $ et 32 cents. Pas assez, pas même la moitié. Elle pensa à la lettre rouge sur la table. Avis de saisie imminente. À ses médicaments hors de prix. À Lily, qui dormirait bientôt dans la rue si elle perdait cette maison. Tout en elle criait qu'elle ne pouvait pas se permettre ce luxe. Et pourtant, elle regarda le chiot dans ses bras, sa respiration fragile, son innocence brisée par la cruauté d'un homme. Si elle fermait les yeux, elle entendait Sarah. « Je veux juste sauver quelque chose qui a besoin d'aide, maman. »« D'accord, Tom, » dit-elle d'une voix presque imperceptible. « Je trouverai l'argent. Prépare la salle d'opération. » Elle raccrocha. Lily l'observait, inquiète. « On va le sauver ?» demanda la fillette. Martha hocha la tête. « On va essayer. » Mais avant qu'elle ne bouge, la chienne se leva soudain, s'approcha d'elle et saisit doucement la manche de son gilet entre ses dents. Pas une morsure, un geste d'appel. Elle tira légèrement, puis la relâcha. Fit quelques pas vers la forêt, se retourna, reprit sa manche, puis retourna vers les arbres. Martha fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux me montrer, ma belle ?» Elle jeta un regard à Lily. « Ferme la porte à clé, ma chérie. Si je ne suis pas revenu dans une demi-heure, appelle le docteur Patterson. Dis-lui que je suis parti avec la chienne. » Lily ouvrit la bouche pour protester, mais la voix de Martha fut ferme. « Pas de discussion, verrouille bien. » Martha plaça le chiot dans une petite boîte qu'elle tapissa d'une serviette et d'une bouillotte, puis suivit la chienne dans la forêt. Le sentier s'enfonçait entre les pins, humide et couvert d'aiguilles. Chaque pas réveillait la douleur dans ses genoux. Sa respiration se fit sifflante. « Idiote !» marmonna-t-elle. « Tu as laissé tes pilules sur le comptoir. » Mais elle continua. Le chiot pesait peu, et pourtant,
Il lui semblait porter le poids du monde. La chienne marchait devant, se retournant régulièrement pour vérifier qu'elle suivait. Parfois, elle s'arrêtait, attendait que la vieille femme reprenne son souffle, puis repartait, comme si elle savait à quel point le cœur de Martha battait trop fort, trop vite. 12 minutes plus tard, elles débouchèrent dans une clairière. Le soleil déclinant filtrait entre les troncs, peignant le sol de reflets d'or. Devant elles se dressait une bâtisse en ruine. Un ancien entrepôt de stockage, ses planches décolorées par le temps, son toit de tôle rouillé par la pluie. Martha reconnut immédiatement le lieu. L'ancien dépôt Thomson Feed, abandonné depuis des années. Personne n'y allait plus. Les adolescents du coin disaient qu'il était hanté. Martha sentit une angoisse sourde remonter dans sa poitrine. La chienne s'arrêta devant la porte latérale dont le cadenas pendait, brisé. Elle gémit doucement, puis donna un coup de patte. L'odeur qui s'en échappa fit reculer Martha d'un pas. Une puanteur lourde, acide, urine, pourriture, sang, et sous tout cela cette odeur qu'elle connaissait trop bien, celle de la mort. Elle déposa la boîte contenant le chiot sur le sol, la gorge serrée. « Seigneur !» murmura-t-elle avant de pousser la porte. La lumière entra enfilée à travers les fissures du mur, et ce qu'elle vit la figea sur place. Des cages, des dizaines, rouillées, sales, empilées les unes sur les autres. Dans la première, un labrador noir leva la tête, ses côtes visibles sous une peau tendue. Ses yeux étaient ternes, son bol d'eau vide depuis des jours. Dans une autre, 2 chiots blottis tremblaient dans la paille souillée. Martha en compta 12 d'un coup d'œil. 12 cages visibles, 7 bergers allemands, 2 labradors, un beagle et d'autres trop maigres pour être identifiables. La plupart respiraient encore, mais faiblement. Dans un coin, une cage ouverte contenait un corps immobile, gonflé, déjà envahi par les mouches. « Mon Dieu !» souffla-t-elle. Elle avança, ses chaussures crissant sur le béton. Sur une table de métal, un carnet ouvert. Des dates, des races, des notes écrites d'une main nerveuse. À côté, un objet taché, une batte de baseball. Le sang séché sur son extrémité ne laissait aucun doute. Elle trembla, écœurée. Puis son regard tomba sur un collier posé parmi d'autres, entassé sur le bord de la table. Sur la médaille, un nom, Bella, et en dessous, s'y trouvait « Contactez Suzanne Collier, 50355547 ». Martha sentit son cœur s'arrêter. Elle connaissait ce nom. Suzanne Collier, la femme de l'ancien officier de police, Garrett Collier, son fils, Jake, avait été tué par un chien il y a 7 ans. Martha l'avait soigné quand il s'était cassé le bras, avant le drame. C'est à ce moment précis que le bruit d'un moteur brisa le silence. Des phares balayèrent les murs. Martha sentit la panique la submerger. Elle posa la main sur sa poitrine, haletante. « Non, pas maintenant !» murmura-t-elle. Mais déjà une portière claquait dehors, des pas lourds sur le gravier. La chienne se plaça immédiatement entre elle et la porte, le poil hérissé, un grondement sourd montant de sa gorge. La porte s'ouvrit, la silhouette d'un homme se découpa dans la lumière du crépuscule. « Encore toi, sale garce !» grogna-t-il d'une voix rauque. Puis ses yeux s'arrêtèrent sur Martha, et tout se figea. L'homme resta figé sur le seuil, son ombre allongée par les phares de sa camionnette. Martha sentit le sang quitter son visage. Même amaigrie, mal rasée, les yeux rougis par l'alcool, elle le reconnut instantanément. Garrett Collier, ancien officier de police, autrefois respecté dans tout le comté. Il titubait légèrement, le regard trouble, une bouteille vide à la main. La chienne se redressa, poil hérissé, émettant un grondement sourd qui fit vibrer l'air. « Vous êtes sortie de votre trou, hein, Bella ?» cracha-t-il, sa voix pâteuse, puis son regard accrocha celui de Martha. « Bon sang, Madame Sullivan, c'est bien vous ?» Il fit un pas dans la lumière. Son visage était creusé, ses yeux cernés d'un gris maladif. Martha sentit son cœur battre si fort qu'elle crut l'entendre dans sa tête. Elle posa instinctivement une main sur sa poitrine. « Garrett !» murmura-t-elle. « Mon Dieu, qu'est-ce que vous avez fait ?» Il rit, un rire sans joie, rauque qui résonna sur les murs en tôle. « Ce que j'aurais dû faire il y a des années, ce que personne n'a eu le courage de faire. Je débarrasse le monde de ces monstres, de ces bêtes qui détruisent des familles. » Martha fit un pas en arrière. Derrière elle, les chiens gémissaient faiblement. L'odeur de peur et de souffrance emplissait tout l'espace. « Ce ne sont pas des monstres, Garrett. Ce sont des victimes. »« Victimes ?» répéta-t-il avec un rictus déformé. « Mon fils, Jake, avait 12 ans quand un pitbull lui a arraché la gorge. 12 ans. Et vous, les gens comme vous appelez ça un accident. » Sa voix se brisa sur les derniers ces mots. Il tituba jusqu'à la table.
posa sa main sur la batte de baseball. Suzanne n'a pas supporté. 2 ans après, elle s'est tiré une balle dans la tête. Vous voulez parler de victimes? Je les ai toutes enterrées. Martha sentit ses jambes trembler. Elle tenta de calmer sa respiration, d'adopter le ton doux et mesuré qu'elle avait utilisé tant de fois avec des patients paniqués. Garrett, écoutez-moi. Vous êtes malade de chagrin, je comprends. Mais ce que vous faites ici, c'est un crime. Ces chiens n'ont rien fait. Il serra la batte entre ses doigts. Vous ne comprenez rien. Chaque chien que j'élimine, c'est un enfant de plus qui rentre vivant chez lui. Je fais ce que personne n'a eu le courage de faire. Je protège les gens. Martha fit un pas lent vers lui, les paumes ouvertes. Et Jake, vous pensez que c'est ce qu'il aurait voulu? Le nom le frappa de plein fouet. Il se figea, le regard vide. Martha continua, sa voix douce mais ferme. Je me souviens de lui, Garrett. Il était venu à l'hôpital pour son bras cassé. Il m'avait dit qu'il voulait être vétérinaire. Il adorait les chiens. Le visage de Garrett se décomposa. Ses doigts se crispèrent sur la batte. L'objet trembla, puis tomba au sol dans un fracas métallique. Il chancela, ses épaules s'affaissant. Il adorait les chiens, répéta-t-il d'une voix brisée. Bella s'approcha lentement, sans un son. Elle ne grognait plus. Elle leva les yeux vers lui, le regard rempli d'une tristesse silencieuse. Le vieil homme s'effondra sur une chaise pliante, la tête entre les mains. « Prenez-les, murmura-t-il. Prenez-les tous. » Je n'en peux plus. Martha sentit ses yeux se remplir de larmes. Elle ramassa la boîte contenant le chiot, le cœur battant. « Je vais appeler de l'aide, Garrett. Pour les chiens et pour vous. » Il releva la tête. Son regard était vide, perdu. « Il y a plus d'aide pour moi, Martha. J'ai passé la ligne depuis longtemps. » Elle hésita un instant, puis sortit, la boîte dans les bras, Bella sur ses talons. L'air frais de la forêt la frappa comme une gifle. Le ciel s'était assombri. Le vent soulevait les branches dans un murmure inquiétant. Chaque pas lui coûtait, mais elle tenait bon. Le chiot respirait encore, faiblement, mais il vivait. La marche jusqu'à la cabane fut un supplice. La douleur dans sa poitrine s'intensifiait. Son souffle devenait court. Quand enfin les lumières de sa maison apparurent entre les pins, elle sentit ses genoux fléchir. Lily était à la fenêtre, les yeux écarquillés. Elle ouvrit la porte avant même que Martha n'atteigne le perron. « Grand-mère, tu étais partie depuis 45 minutes, j'allais appeler le docteur. » Martha posa la boîte sur la table. « Aide-moi à rentrer, ma chérie, et appelle-le maintenant. Dis-lui qu'on arrive avec le chiot. » Quelques minutes plus tard, elle avait le téléphone contre l'oreille. Le docteur Patterson l'écoutait en silence, puis sa voix tomba, grave. « Martha, si ce chiot ne passe pas sur la table d'opération dans les 8 prochaines heures, l'infection gagnera. Il mourra. Je comprends. Préparez tout. Je trouverai l'argent. » Mais quand elle raccrocha, la réalité la frappa comme une pierre. 8 heures, 1850 $, et seulement 847 sur son compte. Le matin suivant, Martha n'avait pas dormi. Elle avait passé la nuit à veiller le chiot, changeant les bandages, épongeant son front en sueur, vérifiant sa respiration. Lily, épuisée, s'était endormie dans le fauteuil, la main posée sur Bella. Au lever du jour, le téléphone sonna. C'était le docteur Patterson. « Martha, j'ai réfléchi. Si vous pouvez m'apporter la moitié d'ici cet après-midi, je commencerai la chirurgie. On arrangera le reste plus tard. La moitié, 925 $. Toujours trop. » Martha resta un moment immobile, le combiné dans la main. Puis elle se leva d'un geste lent, alla jusqu'à sa chambre et ouvrit la petite boîte posée sur sa commode. Son alliance, la lumière grise du matin s'y reflétait doucement. Elle la prit entre ses doigts, la porta à ses lèvres et murmura « Pardonne-moi, William, mais cette fois, je ne dirai pas non, pas encore. » Lily la retrouva quelques minutes plus tard, en larmes, la bague posée sur la nappe à carreaux de la cuisine. « On va le sauver, hein, grand-mère ?» demanda la petite fille. Martha hocha la tête. « Oui, ma chérie, on va le sauver. » À midi, elle entra dans le comptoir des prêts et bijoux de Willamette, la main tremblante. Le prêteur lui donna 750 $, moins qu'espéré, mais presque assez. Avec les dons du GoFundMe que Lily avait lancé sur Internet, des dons de voisins de parfaits inconnus, elles atteignirent 1510 $. Il manquait encore 340. Puis, à 3 heures, le téléphone sonna. Une voix d'homme inconnu. « Madame Sullivan, on m'a dit que vous cherchiez un prêt rapide. 500 $ en liquide dans l'heure, sans paperasse. » Martha sentit son estomac se nouer. Le taux d'intérêt annoncé la fit blanchir.
40%, une escroquerie à peine voilée, mais c'était ça ou la mort du chiot. Elle ferma les yeux. D'accord, je prends. Le soir venu, elle, Lily et Bella attendaient dans la clinique du docteur Patterson. La lumière blanche de la salle d'opération filtrait à travers la vitre. La chirurgie durerait 3 heures, le vétérinaire avait prévenu, infection, complications, aucun pronostic garanti. Martha se laissa tomber sur la chaise de la salle d'attente. Sa poitrine lui faisait mal. Elle n'avait pas pris ses médicaments depuis 2 jours. Bella posa la tête sur ses genoux, ses yeux ambrés levés vers elle comme pour lui dire « Tiens bon ». Dans la pièce voisine, le chiot respirait sous anesthésie. À des kilomètres de là, un homme solitaire fixait son téléphone dans un appartement de Seattle, David Sullivan, 14 messages manqués, tous de sa mère. Il les avait ignorés, jusqu'à celui où elle disait simplement « Je t'aime, s'il te plaît, rappelle-moi ». À Seattle, David Sullivan fixait l'écran de son téléphone, le visage fermé, les mâchoires serrées. 14 appels manqués, 14 messages vocaux de sa mère qu'il n'avait pas écoutés, jusqu'à ce soir-là, jusqu'à ce que le silence de son appartement soit soudain trop lourd, trop plein de regrets. Sa femme Jennifer releva la tête de son ordinateur. « David, qu'est-ce qu'il y a ?» Il hésita, puis appuya sur lecture. La voix de sa mère remplit la pièce, tremblante, fatiguée, mais étrangement douce. « David, s'il te plaît, j'ai besoin d'aide. Ce n'est pas pour moi, c'est pour un chiot. Je t'en prie, rappelle-moi. » Puis un autre message plus ancien. « Je sais que tu es occupé, mais je voulais juste entendre ta voix. Je t'aime. » Le silence qui suivit lui coupa le souffle. Jennifer posa doucement sa main sur la sienne. « Quand l'as-tu vu pour la dernière fois ?» David détourna le regard. 5 ans. Depuis l'enterrement de Sarah. Jennifer soupira, le regard plein d'une douceur que David avait oubliée. « Ton fils n'a jamais perdu sa mère, mais toi, tu as perdu les deux. Tu pourrais réparer au moins une de ces pertes. » Il ferma les yeux, la gorge serrée. Puis il murmura. Je prends le premier vol pour Willow Creek. Pendant ce temps, à la clinique vétérinaire, Martha attendait. 3 heures de silence, 3 heures à fixer la porte de la salle d'opération, à écouter le bourdonnement du néon et le tic-tac de l'horloge murale. À ses pieds, Bella n'avait pas bougé. Par moments, elle levait la tête, comme si elle entendait un battement de cœur au-delà des murs. Martha ne sentait plus ses jambes. Ses doigts, crispés sur son sac, tremblaient. Quand la porte s'ouvrit enfin, le docteur Patterson apparut, masque relevé sur le front, la fatigue lisible sur son visage. « L'opération s'est bien passée, dit-il doucement. La fracture a été stabilisée, l'infection nettoyée. Il va falloir plusieurs semaines de soins, mais il s'en sortira. » Martha sentit ses épaules s'affaisser. Un sanglot de soulagement lui échappa. Bella, elle, se redressa, remuant doucement la queue. « Merci Tom, souffla-t-elle. Merci infiniment. » Le vétérinaire posa une main sur son épaule. « Tu lui as sauvé la vie, Martha. Mais maintenant, il faut penser à toi. Tu n'as pas l'air bien. » Elle esquissa un sourire pâle. « Je n'ai jamais été bien, Tom. » Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Son cœur battait trop vite. Sa poitrine la brûlait, mais elle resta assise près du chiot qu'elle avait baptisé Scout sur une idée de Lily. La petite dormait recroquevillée dans le fauteuil, Bella blottie à ses pieds. Martha regardait sa petite fille dormir, son visage paisible malgré tout. Elle pensa à Sarah, à William, à tout ce qu'elle avait perdu, et elle se promit de ne pas échouer cette fois. Le lendemain matin, la vie sembla reprendre son cours dans le village. Le soleil filtrait à travers les rideaux, les oiseaux chantaient dans les pins. Mais un bruit d'auto devant la maison fit battre le cœur de Martha un peu plus fort. Elle se leva péniblement et alla ouvrir la porte. Sur le perron se tenait un homme qu'elle n'avait pas vu depuis 5 ans. Son fils, David, plus âgé, les traits tirés, les yeux cernés. Entre eux, un silence épais, presque tangible. Il brisa le premier la distance. « Salut, maman !» Martha cligna des yeux. « Je rêvais ou tu as dit « maman ?» Il esquissa un sourire fragile. « J'ai pris le vol de nuit. J'ai entendu les messages. » Elle voulut parler, mais sa gorge se serra. Il fit un pas vers elle, et sans un mot de plus, l'enlaça. Ce fut bref, maladroit, mais sincère. Les années de rancune semblaient se dissoudre dans cet instant suspendu. Quand il s'écarta, il vit la fatigue sur son visage. « Tu es malade, dit-il doucement. » Elle secoua la tête. « Juste fatiguée. Ce petit m'a donné plus de soucis qu'un service entier de pédiatrie. »« Le chiot ?» demanda-t-il. « Oui, Scout et sa mère, Bella. » Martha esquissa un sourire triste. « Elles m'ont choisi, tu sais ?» David haussa les sourcils. « Choisi ? Tu comprendras plus tard, répondit-elle simplement.
Mais leurs fragiles retrouvailles furent brisées par un coup frappé à la porte. Le shérif Morrison, un homme massif au regard grave, se tenait sur le seuil. « Madame Sullivan, on a reçu votre signalement hier soir. L'entrepôt que vous avez décrit, on a fait une descente. » Il marqua une pause. « On a trouvé 11 chiens vivants, 2 morts. » Martha porte une main à sa bouche. « Et Garrett Collier, disparu, » répondit le shérif. Plus de camions, plus de traces. Il s'est volatilisé. Le monde sembla vaciller autour d'elle. Un poids glacé s'abattit sur ses épaules. « Et les chiens » demanda-t-elle d'une voix brisée. « Ils sont à la fourrière municipale. On s'en occupe. Grâce à vous, on a mis fin à un enfer. » Mais Martha n'entendait plus. Tout ce qu'elle voyait, c'était le visage de Garrett, la batte tombant au sol, la détresse dans ses yeux. Un homme détruit qu'elle avait peut-être achevé sans le vouloir. Dans l'après-midi, le téléphone se remit à sonner. Une journaliste locale. Elle voulait une interview. « Vous êtes la femme qui a sauvé un chiot et découvert un réseau d'abus ?» demanda-t-elle d'un ton excité. Martha refusa d'abord, mais Lily insista. « Si les gens entendent ton histoire, peut-être qu'ils aideront les autres chiens. » Alors elle accepta. Elle parla à la caméra, sa voix calme mais tremblante, expliquant comment une chienne désespérée avait déposé un chiot mourant sur son perron, et comment ce geste avait tout changé. Les images du chiot pansé, de Bella, de Lily souriante touchèrent le cœur de milliers de téléspectateurs. Le soir même, leur GoFundMe explosa, 3 400 $, puis 5 000. Les commentaires affluaient. « Vous êtes une héroïne, Martha. Merci d'avoir agi quand personne d'autre ne l'aurait fait. Vous nous redonnez foi en l'humanité. » Mais à des kilomètres de là, dans une chambre de motel, Garrett Collier regardait la même émission. Une bouteille vide sur la table de chevet. Le visage de Martha à l'écran, sa propre horreur exposée au monde entier. Il trembla, porta la main à son front, puis saisit un stylo et une feuille. Ses mots furent simples. « Je suis désolé. Pour tout. » Il laissa la lettre sur la table de nuit, puis prit ses clés, monta dans son vieux pick-up et disparut dans la forêt. Le lendemain matin, la nouvelle tomba comme un couperet. Garrett Collier porté disparu. Véhicule abandonné près du lac, traces de pas menant vers les bois. Le shérif parlait de recherche, de canneuf, de bénévoles, mais Martha comprit avant tout le monde. Cet homme ne voulait pas être retrouvé. La culpabilité la rongea aussitôt. Elle pensa à ses paroles, à la caméra, à ce qu'elle avait révélé. « Est-ce que j'ai provoqué ça ? Est-ce que j'ai condamné un homme déjà brisé ?» Elle sentit sa poitrine se serrer, une douleur brûlante irradiait vers son bras gauche. Elle s'appuya contre le mur, le souffle court. Lily accourut, effrayée. « Grand-mère ?» Martha tenta de sourire. « Ce n'est rien, mon cœur, rien du tout. » Mais quelques heures plus tard, à l'hôpital Willow Creek General, le diagnostic tomba. Crise cardiaque imminente évitée de justesse. Stress extrême, 3 jours sans traitement, un cœur trop fatigué. « Vous jouez à la roulette russe avec votre vie, Madame Sullivan », dit le cardiologue. « Vous devez rester en observation. » Martha protesta. « J'ai ma petite fille, le chiot, la maison, mais on la fit taire d'un ton professionnel. Vous n'aurez plus rien si vous mourrez. » Lily fut confiée à leur voisine, Madame Chen. L'enfant resta muette, terrorisée. Elle avait déjà perdu sa mère. Elle refusait d'imaginer perdre sa grand-mère. Cette nuit-là, tandis que Martha reposait à l'hôpital, branchée à une perfusion, son fils entra dans la chambre. David, essoufflé, les yeux rouges d'avoir pleuré. Elle le regarda, stupéfaite. « David, qu'est-ce que… » Il se jeta à genoux près du lit et la prit dans ses bras. « J'ai été idiot. J'ai été lâche, j'aurais dû venir plus tôt. » Les larmes roulèrent sur le visage de Martha. « Tu es là maintenant. C'est tout ce qui compte. » Et à cet instant, dans la lumière froide des néons, quelque chose se répara entre eux, lentement, fragilement, mais réellement. À 19h45, un appel brisa cette paix retrouvée. C'était Madame Chen. Sa voix tremblait. « David, Lily n'est plus là. Elle a laissé une lettre. Elle est partie chercher l'homme triste. » David sentit le sol se dérober sous lui. « Non, murmura-t-il. Pas maintenant, pas elle. » La lettre, posée sur le lit de l'enfant, tenait en une seule phrase « Il a besoin d'aide lui aussi. » Le shérif fut prévenu. Une nouvelle battue fut lancée. Des lampes frontales, des chiens pisteurs, des volontaires. Mais le ciel se couvrit. La pluie commença à tomber, et quelque part dans les profondeurs du bois, une petite fille de 8 ans marchait seule, une lampe torche à la main suivant des empreintes qu'elle ne comprenait pas. La pluie s'abattait sur les pins de Willow Creek, épaisse, glaciale, avalant le moindre bruit dans son murmure continu.
Sous ce rideau d'eau, une petite silhouette avançait lentement, une lampe torche tremblante à la main. Lily Sullivan, 8 ans, trempée jusqu'aux os, suivait des traces de pas qui s'enfonçaient dans la boue, disparaissant parfois sous des flaques sombres. Son cœur battait vite, mais son esprit restait étrangement calme. Elle répétait dans sa tête, comme une prière, « Il a besoin d'aide lui aussi. Comme Scout, comme Bella, comme maman aurait voulu. » Elle se souvenait des mots de sa grand-mère. Parfois, sauver quelqu'un, c'est le seul moyen de se sauver soi-même. Alors elle marchait, sans savoir qu'à chaque pas, elle s'enfonçait un peu plus profondément dans le territoire de la tempête, et un peu plus loin de la sécurité. À l'hôpital, David faisait les 100 pas dans le couloir, trempé, les nerfs à vif. Le shérif Morrison arriva, son imperméable ruisselant, une radio grésillante à la main. « On a déjà 2 équipes dans les bois ?» Les chiens ont pris la piste. Elle est partie vers le nord, du côté du lac. David s'effondra presque sur une chaise. « Mon Dieu, dans cette pluie, elle a eu 8 ans, Morrison. On va la retrouver, » promit le shérif d'une voix ferme. « Je te le jure. » Martha, depuis son lit d'hôpital, fixait le plafond blanc, les larmes roulant silencieusement sur ses joues. Sa main serrait la couverture, son cœur battant à une vitesse irrégulière. Une infirmière voulut lui administrer un calmant, mais elle refusa d'un signe de tête. « Si ma petite fille est dehors, je ne dormirai pas. Pas tant qu'elle ne sera pas rentrée. » Dans la forêt, le vent se levait, les branches gémissaient, les éclairs zébraient le ciel. Lily trébucha, tomba dans la boue, puis se releva en s'essuyant le visage. La lampe torche s'éteignit une seconde avant de clignoter faiblement. Elle fronça les sourcils. « S'il te plaît, tiens bon » murmura-t-elle. Soudain, un bruit, derrière elle, un craquement, puis un autre. Elle se retourna brusquement, la lumière balayant les troncs. Rien, puis un grondement, grave, lointain. La panique monta dans sa gorge, elle fit un pas en arrière, puis une silhouette massive sortit lentement de l'ombre. Le cœur de la fillette manqua un battement. C'était Bella. La chienne apparut dans le faisceau de lumière, trempée, les oreilles adressées, les yeux brillants d'une détermination presque humaine. « Bella !» cria Lily, soulagée. Elle s'élança vers elle, se jetant à genoux pour la serrer. La chienne émit un gémissement, lui lécha le visage, puis tourna la tête vers les arbres, attentive. Lily la suivit du regard. « Tu veux me montrer quelque chose, hein, comme tu as fait avec grand-mère ?» Bella fit un pas, puis un autre, lentement. Lily hocha la tête, resserra sa veste et suivit. 1 heure plus tard, les équipes de recherche balayaient la forêt. Les lampes frontales dansaient entre les troncs, les radios grésillaient dans la pluie. David marchait en tête, le visage ravagé d'inquiétude. Le shérif à ses côtés consultait la carte. Si elle a suivi la route du lac, elle a dû traverser la clairière de Thompson Feed. David s'arrêta net. L'entrepôt? L'endroit où... Oui, le silence tomba entre eux. Un chien pisteur aboya soudain, tirant sur sa laisse. Les agents se mirent à courir. David trébucha dans la boue, se releva aussitôt. « Lily !» hurla-t-il dans la tempête. « Lily !» Aucune réponse, seulement le vent. Pendant ce temps, dans une clairière au bord du lac, la lampe torche de Lily clignotait à nouveau. La pluie tombait en rideaux épais noyant la lune. La fillette s'avança, les chaussures gorgées d'eau. Bella la précédait, ses oreilles frémissant au moindre bruit, puis elles le virent. Une silhouette assise contre un rocher, le dos voûté, les vêtements trempés. Garrett Collier. Il ne bougeait pas. Son visage était pâle, ses mains sales. Devant lui, le revolver de service reposait sur une pierre. Lily s'arrêta, tremblante. « Monsieur ?» Pas de réponse. Bella grogna doucement. La fillette s'approcha encore. « Vous êtes si triste, hein? Je le sais. Mais grand-mère dit qu'on peut toujours recommencer, même quand on croit que c'est fini. » Garrett leva lentement la tête. Ses yeux rouges, gonflés, la fixèrent. Il semblait halluciné. « Qu'est-ce que tu fais ici, petite ?»« Je suis venu vous aider, » dit-elle simplement. Il secoua la tête, un sourire brisé aux lèvres. « Personne ne peut m'aider. Tu devrais pas être là. »« Bella m'a amené, » répondit-elle. Il tourna les yeux vers la chienne. Pendant un instant, une étincelle de lucidité traversa son regard. « Bella, » murmura-t-il, « t'aurais dû me laisser crever. » Lily s'assit lentement devant lui, ignorant la pluie. « Elle vous aime encore? Sinon, elle ne serait pas revenue. » Les larmes se mêlèrent à l'eau sur son visage. Garrett se mit à trembler. « J'ai fait des choses terribles, des choses qu'on ne peut pas effacer. Ma maman disait que quand on fait quelque chose de mal, le mieux, c'est d'essayer de faire quelque chose de bien après. Pas pour effacer, pour réparer. » Garrett resta silencieux, puis son regard tomba sur le revolver. Il tendit la main, hésita. Bella grogna. «
Il la regarda encore et lentement, très lentement, repoussa l'arme sur le côté. « T'as une drôle de sagesse, petite. » À cet instant, des faisceaux lumineux apparurent entre les arbres. Des voix crièrent son nom. « Lily !» La fillette se leva, agitant les bras. « Papa, par ici !» David surgit du noir, trébuchant sur les racines, avant de la serrer contre lui, haletant, en larmes. « Mon Dieu, Lily, tu m'as fait la pire peur de ma vie. » Elle hocha la tête, souriante à travers ses sanglots. « Mais regarde, papa, il est là. Il allait se faire du mal. Mais Bella l'a sauvé. » David se retourna. Garrett, trempé, épuisé, les mains vides, leva lentement les bras. Le shérif Morrison s'approcha, arme au poing, puis comprit la scène d'un seul regard. Il rangea son pistolet. « Tout doux, Garrett. On rentre à la maison. » 2 jours plus tard, la tempête s'était dissipée. Le soleil brillait sur les toits humides de Willow Creek. À l'hôpital, Martha tenait la main de sa petite fille endormie sur le lit voisin. David, en face d'elle, lisait les nouvelles, le titre en première page « Une fillette et un chien ramènent un ancien policier à la vie ». Garrett Collier avait été interné pour soins psychiatriques. Il avait promis de coopérer avec la police et d'aider à retrouver les autres membres du réseau de combat clandestin. Martha sourit faiblement. « Il fallait que ce soit elle, hein, ta fille ?» David hocha la tête, comme sa mère. Elle ne supporte pas l'injustice. Il leva les yeux vers elle. « Maman, j'ai temps à rattraper, alors ne perds plus de temps, » répondit-elle doucement. « Parce que le temps, lui, ne nous attend pas. » Bella entra dans la chambre à ce moment-là, conduite par le docteur Patterson. La chienne grimpa doucement sur le bord du lit, posa la tête sur les genoux de Martha et ferma les yeux. Le silence qui suivit était plein, paisible. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur la ville, David sortit sur le balcon de la maison familiale. Dans la cour, Lily jouait avec Bella et Scoot, le chiot maintenant vif, bandage enlevé. Martha les regardait depuis la fenêtre, son visage éclairé par la lumière du soir. Et pour la première fois depuis des années, la vieille maison de Willow Creek ne semblait plus un lieu de solitude, mais un sanctuaire. Un lieu où la douleur s'était changée en quelque chose d'autre, quelque chose de rare, quelque chose de beau. Pourtant, dans la dernière lueur du crépuscule, Bella leva soudain la tête, ses oreilles frémissant vers la forêt. Un hurlement lointain monta entre les collines. Long, grave, presque humain. Elle resta immobile, les yeux fixés sur la lisière des bois. Puis elle se remit à jouer, comme si de rien n'était. Mais Martha, elle, avait vu ce frisson passer dans le regard du chien. Et quelque chose, au fond d'elle, lui souffla que l'histoire n'était pas encore terminée. Le calme qui suivit la tempête ne dura pas. À Willow Creek, la brume matinale s'accrochait encore au champ, mais sous cette quiétude apparente, quelque chose de plus sombre recommençait à bouger. L'arrestation de Garrett Collier avait fait les gros titres pendant 3 jours. Puis, comme souvent, le monde était passé à autre chose. Mais pour ceux qui vivaient là, dans cette vallée isolée, les cicatrices ne s'effaçaient pas si vite. Martha, convalescente, reprenait lentement des forces. Chaque matin, elle sortait sur le perron, une tasse de café entre les mains, observant Lily et Scoot jouer dans l'herbe humide. Bella, fidèle sentinelle, veillait non loin, son regard fixé sur la lisière des bois. Il y avait dans ses yeux une vigilance étrange, une tension contenue, comme si elle savait que le mal n'était pas encore totalement parti. Le shérif Morrison passait souvent. Il apportait des nouvelles du bureau, parfois un sac de croquettes, parfois un sourire. Ce matin-là, il s'arrêta devant la clôture et leva la main. « Salut, Martha ? Tu tiens le coup ?» Elle répondit d'un signe de tête. « J'ai vu pire, mais je sens que quelque chose cloche. Bella n'arrête pas de grogner la nuit. » Le shérif jeta un œil vers la forêt. « On a trouvé des traces récentes près de l'ancien entrepôt. Quelqu'un est revenu, des pas d'homme, des pneus. On pense que Collier n'agissait pas seul. » Martha sentit un frisson lui remonter le long du dos. « Tu crois qu'ils cherchent à récupérer les chiens ? Peut-être ? Ou à faire disparaître ce qu'il reste. Ces gens-là détestent les témoins. » Elle resta silencieuse un moment, fixant l'horizon. Puis elle murmura « Alors il faut que je parle à Garrett. Il sait des choses. » Morrison soupira. « Il est toujours interné à Pineview. Son état s'améliore, mais il reste fragile. Le psychiatre dit qu'il fait des cauchemars, qu'il parle d'un nom, un certain Silas. Tu connais ?» Martha secoua la tête. « Non, mais s'il a peur de lui, alors ce Silas existe. » Ce même jour, dans un bureau gris à 20 km de là, un homme relisait les coupures de presse étalées sur son bureau. La photo de Martha Sullivan trônait au centre, entourée de notes griffonnées. L'homme, grand, la cinquantaine, le visage taillé à la serpe, fit glisser son doigt sur la ligne du titre «
Une retraitée découvre un réseau de combats illégaux. Un rictus étira ses lèvres. Trop bavarde la vieille, murmura-t-il. Sur le bureau, une photo de Garrett Collier menottée. Et juste au-dessous, un autre cliché plus ancien. Garrett souriant aux côtés de cet homme, tous deux devant un chenil flambant neuf. Le logo sur la grille disait « Silas K. 9 Training Center ». Il écrasa sa cigarette dans le cendrier, puis décrocha son téléphone. Dit à nos gars de Willow Creek de reprendre le ménage, doucement, sans attirer l'attention. Et si la vieille femme parle encore, on ferme le dossier à notre manière. Le soir, Martha fit un rêve. Elle marchait dans les bois, seule, une lampe torche à la main. Le faisceau de lumière tremblait sur les troncs. Au loin, un aboiement, puis un cri. Quand elle arriva dans la clairière, elle vit une silhouette. Un homme debout, dos tourné, un chien enchaîné à ses pieds. « Garrett ?» appela-t-elle. L'homme se retourna. Ce n'était pas Garrett. Ses yeux étaient vides, ses lèvres couvertes de sang. Il murmura « Il vient pour toi, Martha ». Puis la forêt entière sembla se tordre et elle se réveilla en sursaut, haletante, le cœur battant. Bella, couchée au pied du lit, la fixait, les oreilles dressées. « Toi aussi, tu l'as senti, hein ?» souffla Martha. 2 jours plus tard, David reçut un appel du shérif. « On a un problème. Le refuge municipal a été forcé cette nuit. 3 chiens disparus, dont 2 de ceux qu'on avait sauvés de l'entrepôt. Les caméras de surveillance ont été coupées et... » Il hésita. « Et quoi ?» demanda David. « On a retrouvé un message sur le mur, écrit à la bombe rouge. Le silence des bêtes ne dure jamais. » David sentit un nœud se former dans son estomac. Il raccrocha, sortit en trombe, fonça chez sa mère. Martha l'attendait sur le perron, déjà au courant. « Ils reviennent ainsi, David, » dit-elle calmement. « Tu penses que c'est ce Silas ?» Elle hocha la tête. « Je n'en ai aucun doute. Garrett m'a parlé de lui dans une lettre. Il disait que Silas dirigeait un réseau, que les chiens étaient dressés pour combattre, parfois pour attaquer. Mais que tout ça allait beaucoup plus loin. » David fronça les sourcils. « Plus loin, comment ?» Martha inspira profondément. Il disait que certains chiens venaient de refuges subventionnés par l'État. Des animaux soi-disant sauvés, mais en réalité volés, rééduqués pour la violence. Et Silas vendait les enregistrements de combats en ligne. Un silence lourd tomba. « C'est un trafic humain déguisé », murmura David. Martha acquiesça. « Oui, et il ne s'arrêtera pas tant que quelqu'un n'aura pas exposé toute la vérité. » Cette nuit-là, le vent se leva à nouveau. Lily dormait profondément, Scout blotti contre elle. Mais Bella, elle, ne dormait pas. Elle se tenait à la fenêtre, les yeux rivés sur la forêt. Ses poils se hérissaient. Une odeur étrangère flottait dans l'air. Un mélange d'essence, de métal et de peur. Elle se mit à grogner, lentement, profondément. Puis soudain, elle bondit vers la porte, aboyant furieusement. David surgit de sa chambre, attrapa une lampe. « Qu'est-ce qu'il y a, ma belle ?» Un bruit dehors, un moteur qui s'éloigne. Il ouvrit la porte, éclaira le jardin. Rien, sauf une enveloppe blanche posée sur la marche du perron. Il la ramassa méfiant. À l'intérieur, une seule photo. Celle de Martha prise de loin derrière la fenêtre de sa cuisine. Et au dos, une phrase écrite à la main. « Les chiens savent où tu te caches ». Le lendemain, la police installa une surveillance autour de la maison. 2 patrouilles, jour et nuit. Mais Martha savait que ces gens-là n'avaient pas peur des uniformes. Elle s'assit avec David et le shérif dans la cuisine, le café fumant entre eux. « Il faut qu'on retrouve Garrett, » dit-elle. « Lui seul connaît la structure. Il peut nous dire où frapper. » Morrison hocha la tête. « J'envoie un mandat de transfert. On le fera parler. » Mais cette nuit-là, avant même que le mandat n'arrive, un appel de l'hôpital psychiatrique de Pineview coupa court à tout espoir. La voix au téléphone était glaciale. « Garrett Collier a disparu. Quelqu'un a falsifié les registres. On a retrouvé un agent endormi, drogué, et la porte de sa chambre ouverte. » Martha sentit le monde tourner autour d'elle. « Ils l'ont repris, » murmura-t-elle. Dans la forêt, le vent soufflait fort, et Bella, immobile sur le perron, fixait la nuit. Quelque chose approchait, quelque chose qu'elle reconnaissait. La pluie était revenue, plus froide, plus fine. Un crachin persistant qui s'infiltrait partout, rendant l'air lourd, électrique. À Willow Creek, la maison des Sullivan dormait dans la pénombre. Les lumières des patrouilles de police clignotaient au loin, mais à l'intérieur, tout semblait paisible. Martha dormait d'un sommeil fragile, Lily blottie contre Scout, et Bella veillait postée près de la porte d'entrée, muscles tendus. Un bruit, léger, comme un claquement métallique, puis un autre. Les poils de Bella se hérissèrent. Elle s'approcha lentement de la fenêtre. Dans la cour, l'obscurité était totale. Mais soudain, elle le vit. Une silhouette, immobile, juste au-delà du halo de la lampe du porche.
grande, silencieuse. Et puis, un son, un sifflement, un air régulier, mécanique, presque apaisant. Bella grogna, un grondement sourd montant de sa gorge, le sifflement s'interrompit, puis reprit, plus fort, comme une provocation. Elle bondit, aboya furieusement. David surgit dans le couloir, l'arme à la main, Martha réveillée derrière lui, le cœur battant à tout rompre. « Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. Quelqu'un est dehors. » Il ouvrit la porte brusquement, pointant la lampe vers le jardin. Rien, juste le vent, la pluie et ce fichu sifflement qui résonnait encore entre les arbres. Mais au moment où il baissa la lampe, Bella s'élança comme une flèche. Elle traversa la pelouse, aboyant à s'en rompre la gorge. « Bella, reviens !» cria David. Trop tard. Une ombre bougea près du vieux chêne. Un cri bref, puis le silence. David s'élança dehors, lampe tremblante, éclaboussant la boue. Son faisceau accrocha des traces de sang. Puis des plus loin, le collier de Bella, arraché couvert de terre. « Mon Dieu, non, non, non !» murmura-t-il. À l'aube, les policiers ratissèrent la zone. Aucune trace de Bella. Le shérif Morrison observa le collier posé sur le capot de sa voiture, l'air grave. « C'est une signature, David. Ce sifflement, certains d'entre nous l'ont déjà entendu il y a des années. Un dresseur travaillait pour l'armée, un type du nom de Silas Gorman. Il utilisait ce son pour conditionner les chiens de combat, une fréquence très précise. » Martha se redressa sur sa chaise. « Donc, c'est bien lui. Il est ici. » Morrison hocha la tête. Il a dû venir récupérer quelque chose, ou quelqu'un. Et il sait que Bella a été dressée par Garrett. Elle représente un lien direct vers lui. Alors il va s'en servir, murmura Martha. David la regarda. « Tu crois qu'il la retient ?» Elle acquiesça. Silas ne détruit jamais ce qu'il peut contrôler. 2 jours passèrent sans nouvelles. La police peinait à suivre des pistes brouillées par la pluie. Mais la 3e nuit, un paquet fut déposé devant la maison. Pas de nom, pas d'adresse, juste une clé USB dans une enveloppe plastique. David la brancha sur son ordinateur, méfiant. L'écran s'alluma, une vidéo s'ouvrit, une pièce mal éclairée, des chaînes, une caméra tremblante, et au centre, Bella, attachée, haletante, une voix d'homme, grave, calme. Elle est forte, trop forte. Tu vois, Martha, on peut dresser la peur, on peut dresser la loyauté. Tout ce qu'il faut, c'est savoir où appuyer. Un sifflement. Bella se mit à trembler, grogner, puis hurler, un cri déchirant qui fit reculer David de l'écran. La vidéo coupa net. Martha, les larmes aux yeux, murmura « Il ne veut pas seulement me punir, il veut me faire taire. » Le lendemain, David prit une décision. « Maman, on ne peut pas rester ici. Je t'emmène, toi et Lily, en ville. Quelqu'un d'autre doit gérer ça. » Mais Martha secoua la tête. « Non, ce n'est pas fini. S'il a Bella, c'est qu'il prépare quelque chose, et s'il l'adresse à nouveau, il va l'utiliser. Contre nous ou contre quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce que tu veux faire? Aller le chercher toi-même » s'écria David. Elle le fixa droit dans les yeux. « Oui !» Le shérif entra à ce moment-là, une chemise sous le bras. « On a quelque chose. » Il pose une carte sur la table. Un cercle rouge entourait une zone au nord de Willow Creek, les anciennes carrières de Red Hollow. D'après un informateur, c'est là que Silas aurait déplacé ses opérations. On y a repéré des véhicules, des générateurs, des aboiements la nuit. Martha se leva lentement. « Alors on y va ?»« Non, répondit Morrison, vous restez ici. J'y vais avec mes hommes. » Mais David le coupa. Si elle reste ici, elle va mourir d'inquiétude. Et si Bella la reconnaît, elle obéira à sa voix. On aura plus de chance avec elle. Le shérif les regarda longuement, puis soupira. « D'accord, mais vous restez en arrière. Dès qu'on entre, vous m'attendez dans la voiture. » Cette nuit-là, la pluie s'était arrêtée. La lune, haute et blanche, baignait la forêt d'une lumière spectrale. Le convoi s'enfonça lentement sur la piste boueuse menant à Red Hollow. À mesure qu'ils approchaient, des bruits se firent entendre. Aboiements lointains, chaînes, moteurs. Les phares s'éteignirent à 100 mètres du site. Les agents descendirent, armes prêtes. Martha resta dans la voiture, ses doigts serrés autour de la photo de Bella qu'elle gardait dans son portefeuille. David lui jeta un dernier regard. « Si quelque chose tourne mal, tu t'en vas. » « Promis ?» Elle hocha la tête. « Promis. » Mais dès qu'il eut disparu dans la forêt, elle ouvrit la portière. Et avança. Chaque pas faisait hurler ses articulations. Mais elle continua le souffle court jusqu'à ce qu'elle aperçoive les lumières des carrières, des hangars, des cages, des ombres d'hommes armés. Et là, au centre, Bella. Elle était là, vivante, mais changée. Son poil hérissé, son regard vide.
Elle grognait contre un mannequin suspendu, prête à attaquer au moindre sifflement. Et à côté d'elle, un homme grand, droit, le visage à moitié dans l'ombre. Silas Gorman. Il leva lentement les yeux vers Martha comme s'il avait su qu'elle viendrait. Un sourire glacé étira ses lèvres. « Vous voyez ? Même les anges obéissent quand on siffle juste. » Martha sentit ses jambes faiblir. Mais au lieu de reculer, elle fit un pas, un autre, et murmura « Bella, regarde-moi, c'est moi, Martha. » La chienne frémit. Un instant, une étincelle passa dans son regard. Silas fronça les sourcils. « Non, reste concentré. » Il siffla. Bella gronda, son regard hésitant entre l'homme et la femme, puis soudain elle hurla, et tout bascula. Les projecteurs s'allumèrent, les hommes armés se mirent à courir, la police surgit des ombres. Des coups de feu éclatèrent, David cria le nom de sa mère. Silas se retourna, dégaina son arme. Martha, sans réfléchir, se jeta entre lui et Bella. Le coup partit. Un bruit sec, une douleur brûlante, puis le noir. Quand elle rouvrit les yeux, la lumière du jour filtrait à travers les stores d'une chambre d'hôpital. Lily dormait sur sa poitrine. David était là, épuisé, mais vivant. Et au pied du lit, Bella. Blessé, mais en vie. Le shérif entra, un sourire fatigué. « On a tout, les enregistrements, les hommes, les preuves. Silas Gorman est mort sur place. Vous avez mis fin à 20 ans d'horreur, Martha. » Elle ferma les yeux, une larme roulant sur sa joue. « Non, pas moi, c'est Bella. Elle m'a reconnu. » Bella posa doucement sa tête sur sa main. Et pour la première fois depuis des mois, Martha sentit la paix. Mais au fond du couloir, un agent rangeait les pièces à conviction. Parmi elles, une clé USB, étiquetée « Dossier Silas, partie 2 ». Sur l'écran de son ordinateur, un fichier non visionné clignotait encore « Project Atlas, active ». Les jours suivants furent étranges. Le calme semblait revenu sur Willow Creek, mais pour Martha, ce n'était qu'un calme en surface. Comme ces lacs d'hiver immobiles sous lesquels le courant reste violent. Elle rentra chez elle une semaine après la fusillade. Sa plaie à l'épaule guérissait lentement. Mais la douleur persistait, profonde, presque spirituelle. Bella ne la quittait plus d'une semelle. Elle dormait au pied de son lit, mangeait à peine, et se réveillait souvent la nuit, le souffle court, le regard hanté. Scout, le chiot qu'elles avaient sauvé, gambadait joyeusement dans le jardin, ignorant les cicatrices invisibles de ceux qui l'entouraient. Lily, elle, avait repris le chemin de l'école, dessinant désormais non plus des familles avec un chien, mais des chiens qui protégeaient des familles. Et David, plus présent que jamais, réparait les clôtures, repeignait les volets et parlait souvent à sa mère comme pour rattraper le temps perdu. Mais au fond d'elle, Martha savait que quelque chose restait suspendu. Une sensation, celle que tout cela n'était qu'un prologue. Une après-midi, alors que la lumière déclinait, le shérif Morrison arriva chez elle, un dossier sous le bras. Il posa sa casquette sur la table, s'assit lentement et soupira. On a continué à fouiller les serveurs saisis à Red Hollow et on a trouvé quelque chose. Martha fronça les sourcils. Quelque chose ? Une série de fichiers cryptés, des vidéos, des rapports vétérinaires, des registres militaires. Tout porte le même nom, Project Atlas. Le nom résonna dans la pièce comme un écho d'un autre monde. Atlas ? Répéta-t-elle. Oui, c'est ce que Silas préparait avant de mourir. Et ce projet ne concernait pas que des chiens de combat, il y avait autre chose. Morrison sortit une clé USB identique à celle reçue par David quelques jours plus tôt. C'est une copie de sécurité. Je te la montre parce que ton nom apparaît dedans. Martha sentit une vague glaciale lui remonter la nuque. Mon nom ? Oui, et celui de Garrett, et celui de Bella. Il brancha la clé sur son ordinateur portable. L'écran s'alluma. Une vidéo commença. Une salle blanche, aseptisée, des cages alignées, des techniciens en blouse et une voix féminine, mécanique, lisant un rapport. Projet Atlas, phase 3, transfert des unités, K9 défectueuses vers les sites civils pour réintégration comportementale. Objectif, évaluation du seuil de loyauté et post-conditionnement. Les images changèrent, des chiens attachés à des machines, des électrodes sur la tête. Certains grognaient, d'autres tremblaient. Sur un écran, des graphiques de fréquences cardiaques et d'ondes cérébrales. Puis, un plan zooma sur un dossier. Nom du sujet, Bella, code K9 Atlas 07. Ancien propriétaire, Garrett Collier, statut, échec du protocole, transfert à Willow Creek, observateur, Monsieur Sullivan, retraité RN 032. Martha sentit sa gorge se serrer. « Non, non, ce n'est pas possible !» murmura-t-elle. Le shérif la regardait stupéfait. «
Ils t'ont utilisé, Martha. Ils ont relâché Bella dans ton secteur pour observer sa réaction. Ils savaient qu'elle chercherait une figure humaine familière, qu'elle s'attacherait à toi. Tu étais un test. Martha porte les mains à son visage. Chaque instant, cette nuit où Bella était apparue sur son perron, ce regard d'imploration, ce lien immédiat, tout prenait soudain une signification terrifiante. Alors, rien n'était un hasard ? Non, répondit Morrison. Et le plus inquiétant, c'est que les fichiers parlent d'autres sujets, d'autres chiens relocalisés dans d'autres États. David, blême, serra les poings. C'était un programme gouvernemental ? Le shérif hocha lentement la tête. Officiellement, non. Officieusement, on pense que Silas a détourné un projet militaire. Atlas devait servir à créer des chiens capables de reconnaissance émotionnelle avancée. Des sentinelles autonomes, mi-armes, mi-protecteurs. Mais le conditionnement détruisait la majorité d'entre eux. Martha sentit les larmes lui monter aux yeux. Et Bella ? Bella est la seule qui ait brisé son conditionnement. Cette nuit-là, Martha ne dormit pas. Elle resta assise près du feu, Bella à ses pieds. La chienne semblait ressentir sa détresse. À chaque soupir, elle posait sa tête contre son genou, ses yeux emplis d'une tristesse muette. « Tu n'étais pas une expérience, ma belle », murmura Martha. « Tu étais ma rédemption. » Elle sortit le dossier imprimé du Project Atlas, le posa sur la table et regarda les lignes de texte froid. Chaque mot était une insulte à tout ce qu'elle avait cru sincère. Mais une phrase, griffonnée à la main dans la marge du rapport, attira son regard. Phase 4, activation des unités restants, sous la supervision du docteur. À Harker, Martha plissa les yeux. Harker, David se pencha. « Tu le connais ?» Elle réfléchit. « Non, mais le nom me dit quelque chose. » Morrison feuilleta ses notas. « Attends, Harker, Amelia Harker, ancienne chercheuse en neurosciences comportementales. Elle a travaillé à Portland au Centre militaire de biotechnologie. Disparue il y a 2 ans. Officiellement, partie à la retraite. Officieusement, personne ne sait où elle est. » Martha sentit une étincelle de lucidité. Si Silas était le bras, elle laissait la tête. Et si elle active encore des unités, alors Atlas n'est pas mort avec lui. Le lendemain matin, le shérif reçut un appel. Un de ses contacts au FBI avait analysé la clé USB originale et trouvé des coordonnées GPS. Un entrepôt abandonné près de Portland, propriété d'une société écran appelée Harker Biosolutions. David posa les mains sur la table. « On y va. » Morrison le fixa, hésitant. « C'est du ressort fédéral maintenant. Je m'en fiche. Ma mère a failli mourir à cause de ce programme. Bella aussi, je veux comprendre. » Martha le regarda longuement, puis murmura « Et si là-bas, on trouvait d'autres chiens comme elle, d'autres âmes perdues qu'on peut sauver ?» Un silence, puis le shérif soupira. « Très bien, on part demain à l'aube. » Sur la route de Portland, l'air semblait plus lourd à mesure qu'ils approchaient. Les montagnes s'élevaient au loin, couvertes de brume. Bella, assise entre Martha et David, observait la route, calme mais tendue. À plusieurs reprises, elle émit de faibles gémissements, comme si elle reconnaissait quelque chose dans l'air. Enfin, ils arrivèrent. Un immense entrepôt gris, sans enseigne, au milieu d'un terrain vague. Des grillages, des caméras éteintes, des panneaux « No trespassing ». Morrison coupa le moteur. On entre, on regarde et on sort, discrètement. Ils franchirent la clôture. L'intérieur du bâtiment sentait la poussière et le désinfectant. Des cages vides, des écrans éteints, des documents brûlés, et puis, au fond, une porte blindée. Un badge électronique clignotait encore en rouge. David força la poignée. Rien, mais Bella soudain se figea, son corps tout entier tendu. Elle s'approcha lentement, posa une patte sur la porte, puis la regarda fixement. Un petit voyant passa du rouge au vert. Un clic. La porte s'ouvrit. Morrison murmura « Comment ?» Martha, le souffle coupé, répondit « Elle a reconnu le signal. » Derrière la porte, une lumière bleue pulsait. Et un écran s'alluma. Une voix féminine, douce, retentit. « Bonjour Martha Sullivan. Vous avez terminé la phase d'observation. Le protocole Atlas vous remercie. Préparez-vous à l'éveil de la génération suivante. » Le sang de Martha se glaça. Sur l'écran, des fichiers apparurent. Des dizaines de codes, des cartes des États-Unis, et sous chaque nom de ville, une mention « Unité active ». Willow Creek, Denver, Phoenix, Boise, Seattle, partout, Morrison recula blême. « Mon Dieu, ils sont déjà là ?» Et sur la dernière ligne, en rouge, clignotait une seule phrase « Phase 5, déclenchement automatique, 48 heures ». Le silence dans l'entrepôt était si lourd qu'on entendait le bourdonnement des néons.
Sur l'écran, les mots « phase 5 »,« déclenchement automatique »,« 48 heures » clignotaient en rouge comme un battement de cœur artificiel. Martha sentit un froid terrible la traverser. « Qu'est-ce que ça veut dire, déclenchement ?» murmura-t-elle. Le shérif Morrison, blême, essuya la sueur sur son front. « Si je devais deviner, quelque chose d'automatique, peut-être un signal, peut-être un ordre global. » David, les mains crispées sur la table, fixait les cartes affichées. Des dizaines de points rouges parsemaient les États-Unis, clignotant lentement. Denver, Phoenix, Seattle, Dallas, Portland et même Willow Creek. « Maman, regarde !» Martha se pencha, ses doigts tremblants sur l'écran. « Mon Dieu, notre ville est sur la liste. » Une voix résonna soudain depuis un haut-parleur caché. Froide, mécanique. « Atlas. Protocole de déploiement imminent. Activation comportementale progressive. Priorité, élimination des témoins non coopératifs. » Le shérif sortit son arme, sursautant. « Ils nous entendent ?» David balaya la pièce du regard. « Non, c'est une diffusion automatique, une séquence programmée. » Mais alors qu'il parlait, des haut-parleurs situés dans les cages se mirent à émettre un son aigu, à peine audible. Un sifflement, celui-là même que Silas utilisait. Bella se mit à trembler. Ses muscles se raidirent, ses yeux se dilatèrent. Elle recula, les oreilles plaquées. Martha se précipita vers elle. « Non, ma belle, non, écoute-moi. C'est fini, tu m'entends ? Fini. » La chienne gémissait, les pattes crispées, déchirées entre deux instincts. Soudain, toutes les lumières de l'entrepôt s'éteignirent. Un vrombissement monta du sol, des générateurs s'enclenchèrent. Et lentement, derrière eux, une série de portes métalliques s'ouvrirent dans un grincement d'acier. Des silhouettes apparurent, 1, 2, 10, 20, des chiens, de toutes races, tailles et couleurs. Leurs yeux brillaient d'un éclat bleu glacé. Morrison recula, l'arme levée. « Oh, Seigneur !» David murmura. « Ce sont les unités Atlas. » Les autres. Martha sentit la panique monter, mais elle resta immobile. Bella, toujours tremblante, se plaça devant elle, entre les nouveaux venus et sa famille. Le sifflement continuait, plus fort maintenant, résonnant à travers les murs, et puis, un second son se mêla au premier. Une note plus grave, une fréquence différente. Une voix humaine enregistrée résonna. Phase 5, contrôle Harker engagé. Localisation, site Delta. Transmission prioritaire établie. David tapota l'ordinateur. On peut peut-être remonter le signal. Les lignes de code défilaient. Des coordonnées apparurent. Boise, Idaho. C'est là qu'elle est, dit-il. Amelia Harker, c'est elle qui commande tout à distance. Morrison hocha la tête. Si on détruit l'émetteur principal, on coupe tout le réseau, mais il faut faire vite. 48 heures, souffla Martha. Après ça, ces chiens seront utilisés. Elle ne termina pas sa phrase. Ils sortirent précipitamment de l'entrepôt, le vent de la côte fouettant leur visage. Bella suivait, nerveuse mais obéissante. Derrière eux, les portes blindées se refermèrent d'un coup sec, comme si le bâtiment avalait son secret. Sur le trajet du retour, personne ne parla pendant des kilomètres. Puis David rompit le silence. « Maman, si on échoue, s'ils activent tous ces chiens, ça pourrait être un massacre. Alors on n'échouera pas, répondit-elle. Pas cette fois. » 2 heures plus tard, dans un hangar du poste de police de Willow Creek, Morrison dressait un plan sur la table. On prend la route à l'aube. Si on roule sans arrêt, on atteint Boise en 10 heures. Là-bas, on entre, on localise le signal et on le détruit. Il montra du doigt la carte. Site Delta est répertorié comme un centre de recherche abandonné. C'est probablement un des laboratoires d'Harker. Martha serra la main de Bella. « Tu nous mèneras là-bas, ma belle. Toi seule peux sentir ce qu'ils ont laissé derrière eux. » La chienne la regarda longuement, puis posa la tête sur son genou. Pendant ce temps, à des centaines de kilomètres de là, Amelia Harker regardait un écran géant depuis son laboratoire. Ses yeux gris reflétaient les données qui défilaient devant elle. Sur chaque moniteur, des signaux lumineux clignotaient, des milliers de points représentant les unités Atlas disséminées à travers le pays. Un homme entra derrière elle. « Madame, Silas Gorman est mort. Le site de Red Hollow est détruit. Et la clé de commande a été compromise. » Elle ne répondit pas. Ses doigts pianotaient sur le clavier. Une fenêtre s'ouvrit. Protocole Harker, activation de secours. « Il pense pouvoir m'arrêter ?» murmura-t-elle. « Atlas n'est pas un projet, c'est une évolution, et l'évolution ne se négocie pas. » Elle appuya sur Entrée, un bip sonore retentit. Sur l'écran, un compte à rebours s'afficha. 47 minutes, 59 secondes 59. À Willow Creek, cette même nuit, Martha fit un rêve. Elle se tenait dans un champ. Autour d'elle, des chiens.
des centaines, certains blessés, d'autres calmes, mais tous fixés à un même point. Une silhouette blanche au loin, une femme debout sous la pluie. Amelia Harker. « Pourquoi faites-vous ça ?» cria Martha. La voix répondit, lointaine, presque douce, « Parce qu'un jour, vos chiens choisiront. Et quand ils le feront, ce ne sera plus vous qu'ils sauveront. » Elle se réveilla en sursaut, haletante. Bella dormait près du lit, mais ses pattes tressautaient comme si elle rêvait elle aussi. Un rêve de course ou de chasse. À l'aube, ils partirent. La camionnette cahotée sur la route détrempée, la lumière grise du matin filtrant à travers les nuages. Morrison conduisait, David à ses côtés, Martha et Bella à l'arrière. La chienne restait étrangement calme, le regard rivé sur l'horizon, comme si elle savait ce qui les attendait. « Tu crois qu'on peut vraiment arrêter ça ?» demanda David. Martha regarda par la fenêtre, son reflet dans la vitre pâle. « Je ne sais pas, mais on doit essayer. Pour elle, pour tous les autres. » À midi, ils franchirent la frontière de l'Idaho. Le ciel s'assombrit à mesure qu'ils approchaient du plateau désertique où se trouvait le site Delta. Les radars militaires y avaient longtemps fonctionné avant d'être abandonnés. Mais à présent, de la fumée montait au loin. Et dans cette brume, des ombres bougeaient. Morrison serra le volant. « On est arrivé. » Des tours de communication, des conteneurs, des antennes paraboliques brisées. Et tout autour, des silhouettes quadrupèdes qui patrouillaient, les yeux bleus brillants dans la poussière. Bella se redressa, ses oreilles frémirent, puis sans un bruit, elle posa la patte sur la vitre, regardant fixement le complexe. Un grondement profond monta de sa gorge. Martha sentit ses doigts trembler. Elle les sent. Morrison rangea son arme dans son holster. « Écoutez bien, dès qu'on entre, pas de bruit. On trouve la salle de contrôle, on détruit le serveur principal et on sort. » David hocha la tête. « Et si ces chiens nous attaquent ?» Le shérif eut un sourire triste. « Alors priez pour que Bella se souvienne encore de quel côté elle est. » Ils avancèrent lentement entre les carcasses de camions et les hangars éventrés. Le vent faisait grincer les tôles, la poussière soulevée brûlait les yeux. Au loin, on distinguait un dôme métallique pulsant d'une lumière bleue, le centre du réseau. Mais à peine avait-il fait 10 pas qu'un hurlement brisa le silence, un son si fort qu'il fit vibrer le sol. Les chiens se mirent à courir, des dizaines, puis des centaines. David cria « Courez !» Bella bondit en avant, aboyant furieusement, se plaçant entre eux et la horde. Les yeux bleus des atlas luisaient dans la poussière. Le sol tremblait sous leur course. Et au-dessus d'eux, sur la colline, Amelia Harker apparut, silhouette blanche dans le vent, une télécommande dans la main. « Bienvenue à la fin, Martha !» cria-t-elle. « Vous vouliez comprendre Atlas ? Le voilà. L'évolution ne sert pas l'homme. Elle le remplace. » Martha leva les yeux, le cœur battant à s'en rompre. « Vous avez tort. Parce que l'amour n'obéit pas aux ordres. » Elle posa une main sur Bella. « Montre-leur. » Bella poussa un hurlement déchirant. Et soudain, dans un mouvement inimaginable, la moitié des chiens s'arrêta net. Ils hésitèrent, grognèrent, puis tournèrent la tête vers la colline. Amelia Harker blêmit. « Non, non, ce n'est pas possible. » Mais c'était trop tard. Bella avait brisé le signal. Et l'armée d'Atlas venait de se retourner contre sa créatrice. Le vent hurlait sur le plateau désertique. Des éclairs zébraient le ciel, illuminant la scène d'une lumière blanche et crue. Face à la colline, Martha, David, Bella et le shérif Morrison faisaient face à un spectacle irréel. Des dizaines de chiens Atlas figés entre deux ordres contradictoires. Leurs yeux bleus clignotaient, hésitant entre obéissance et liberté. En haut, Amelia Harker, silhouette glaciale, hurlait contre le vent. « Vous ne comprenez pas. Ce que vous voyez, ce ne sont pas des bêtes, ce sont des extensions, des créatures parfaites, débarrassées de la peur, de la douleur, des gardiens qui ne se trompent jamais. » Martha leva la voix malgré la tempête. « Vous les avez arrachés à tout ce qu'ils étaient. Vous avez pris la loyauté et l'avez transformée en arme. » Harker rit. Un rire amer, presque hystérique. Et vous, vous avez pris un chien de combat et vous l'avez transformé en miracle. Croyez-vous que ce soit différent ? Vous l'avez simplement reprogrammé à votre manière. Vous avez remplacé le conditionnement par l'amour. Mais c'est le même pouvoir. Ces mots transpercèrent de Martha comme une lame. Elle aurait voulu la contredire, hurler que ce n'était pas vrai. Mais elle savait que, d'une certaine façon, la scientifique touchait une vérité cruelle. L'amour aussi est un lien, une force invisible qui plie le vivant à sa volonté. Et pourtant, ce lien, elle ne le renierait pas. Jamais. Martha fit un pas en avant, malgré le vent qui la repoussait. La différence, Amelia, c'est que l'amour libère, le vôtre enchaîne.
Elle posa sa main sur la tête de Bella, qui la regardait avec une intensité presque humaine. « Ma belle, écoute-moi. Tu n'as plus besoin d'obéir à personne. Tu décides, toi. » Un grondement monta dans la gorge du chien. Les autres atlas l'entendirent. Leurs pupilles se dilatèrent, le bleu se transforma en une lueur dorée. Puis lentement, l'un d'eux fit un pas vers Bella, puis un autre, et encore un. Harker paniqua. Elle pressa frénétiquement les boutons de sa télécommande. « Non, restez, restez sous contrôle. » Mais les signaux ne répondaient plus. Un à un, les chiens se détournaient d'elle. David, stupéfait, murmura « Elle les perd. » Bella les réveille. Alors Harker hurla, le désespoir remplaçant la logique. « Vous détruisez 20 ans de travail. Vous ruinez la chance de transcender l'humanité. » Un éclair frappa la tour derrière elle, faisant exploser les antennes. Des gerbes d'étincelles illuminèrent la scène, le vent hurla plus fort, et un bruit terrible se fit entendre, celui du métal qui cède. La structure commença à s'effondrer lentement, entraînant le dôme principal dans sa chute. « David !» cria Martha. Ils coururent à couvert, se jetant derrière un camion abandonné. Le sol vibra sous leurs pieds. L'explosion qui suivit fit trembler tout le plateau. Quand la poussière retomba, Harker n'était plus qu'une silhouette allongée, immobile, au milieu des débris. Ses doigts crispés tenaient toujours la télécommande brisée. Les chiens Atlas, eux, restaient immobiles, comme suspendus entre deux mondes. Puis, sans un son, ils s'assirent. Tous ensemble. Face à Bella, attendant, Martha s'approcha lentement. Elle posa la main sur le flanc de sa chienne, sentant son cœur battre vite, mais régulier. « C'est fini, ma belle, tu les as libérés. » Bella tourna la tête vers elle. Ses yeux, redevenus bruns, reflétaient la lumière du matin naissant. Et pour la première fois, Martha crut y voir un sourire. 3 semaines plus tard, Willow Creek avait retrouvé son calme. Le FBI y avait bouclé les sites restants, récupéré les serveurs, neutralisé les dernières unités Atlas. Les journaux parlaient de projets secrets de défense animale, d'expériences déviées, de succès technologiques détournés. Mais pour Martha, les mots n'avaient plus d'importance. Chaque matin, elle sortait sur le perron avec sa tasse de café, regardant Lily jouer avec Scoot et Bella. David réparait la clôture du potager sifflotant doucement. Le shérif Morrison venait souvent les voir, parfois juste pour parler. Et dans le village, on commençait à raconter une nouvelle histoire, celle de la vieille femme et du chien qui avait arrêté une armée entière. Les enfants la répétaient à l'école. Les adultes en parlaient à voix basse, le soir comme d'une légende moderne. Un soir d'automne, Martha s'assit sur le banc près du vieux chêne. Bella pose la tête sur ses genoux. « Tu te souviens, ma belle, le jour où tu es sortie du bois ?» murmura-t-elle. La chienne leva les yeux, paisible. « Je croyais que tu avais besoin de moi, mais c'est moi qui avais besoin de toi. » Elle resta silencieuse un moment, écoutant le vent jouer dans les branches. Puis, doucement, elle dit « Il y a des blessures qu'aucun médecin ne peut guérir. Mais parfois, un cœur qui bat à côté du vôtre suffit. » Les étoiles s'allumaient dans le ciel. Lily riait au loin, poursuivant Scoot dans la lumière du porche. Et Bella, fidèle, veillait. Quelques mois plus tard, un courrier arriva. Un simple dossier, sans expéditeur. À l'intérieur, une note manuscrite. « Atlas n'est pas terminé, mais grâce à vous, il a changé de direction. Nous n'utiliserons plus jamais les chiens comme armes. Désormais, ils seront nos gardiens. » Ah, Harker, Martha resta longtemps immobile, la lettre entre les mains. Puis elle leva les yeux vers Bella et murmura « Peut-être qu'elle a enfin compris. » Cette nuit-là, alors que le vent balayait doucement les pins, Bella se leva, trottina vers la porte et leva le museau vers la lune. Son regard se perdit dans la forêt sombre. Un instant, Martha crut entendre d'autres aboiements, lointains, étouffés, comme des voix familières, des chiens, libres, quelque part dans le pays, vivant leur seconde chance. Elle sourit, ferma les yeux. Et pour la première fois depuis des années, elle sentit une paix complète. Le monde, pensa-t-elle, avait encore ses monstres. Mais il avait aussi ses miracles. Et parfois, il portait 4 pattes et un cœur immense. 1 an plus tard, au bord d'un champ, un jeune homme installe une plaque commémorative. On peut y lire « En mémoire de Martha Sullivan, 1947-2026 ». Elle a cru qu'un seul acte de compassion pouvait changer le monde. Elle avait raison, à côté, une chienne au pelage doré s'assoit calmement. Sur son collier, une médaille « Bella, K9, Atlas, 07 ». Elle lève la tête vers le ciel, ferme les yeux et pousse un long hurlement. Un hurlement qui résonne dans la vallée, pas de douleur, mais de promesse, de liberté. Et dans la brume matinale, quelque part, un autre hurlement répond